Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Mimesis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Jason Feugret. Bonjour Jason. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Tu es le créateur de la chaîne Prépa et Performance, qui est une chaîne YouTube que je suis depuis plusieurs années et sur laquelle on trouve du contenu plutôt démocratisé. Je préfère démocratiser que vulgariser sur le domaine du sport, des sciences du sport. Tu fais vraiment un contenu qui est hyper intéressant et donc c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi ce matin. Avant de te laisser la parole, je vais faire ta petite présentation et puis tu vas compléter si jamais j'oublie des choses. Donc, Jason, tu es préparateur physique pour le handball, la gymnastique, la course à pied. Tu es titulaire d'une double licence et d'un double master en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et tu enseignes également les sciences du sport. Tu interviens notamment en STAPS à Rouen et également en tant que formateur et évaluateur pour le BPGEPS. Voilà, et donc tu as cette chaîne YouTube Prépa et Performance depuis 2018. Est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que tu Ça m'a veux l'air ajouter très des bien. choses? Je fais un peu plus de formation maintenant parce que les choses se développent et j'ai la chance d'intervenir sur le master de Créteil qui est en place à l'INSEP, donc avec aussi des sportifs de haut niveau qui, à côté de leur cursus, essayent de valider des diplômes et donc très souvent aussi dans le domaine du sport. Donc ça, c'est aussi un plaisir parce que c'est un public encore un peu particulier. Et puis ouais, voilà, c'est à la fois formation, à la fois terrain, même si c'est la dernière année a été beaucoup plus formation que terrain. Hmm. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te poser 5 questions. Ce sera ton portrait chinois si tu étais un livre. Alors j'ai regardé, je me suis dit indignez-vous de Stéphane Hessel. C'est Oh, très bon choix. plutôt dans la mouvance actuelle. Ouais, carrément. Si tu étais un film, Alors mon chef-d'œuvre, c'est Des nouvelles du bon Dieu de Didier le Pêcheur, que je recommande. si tu étais une époque, Je dirais mai 68. si tu étais une devise, une citation, un proverbe, Faisons de nos vies des rêves interdits. et si tu étais une créature légendaire, Alors ça, j'ai eu du mal parce que j'ai aucune culture là-dedans. Du coup, je me suis dit un phénix, c'est pas mal. J'ai pas trouvé beaucoup plus et j'avais pas énormément de signification derrière, mais ok, top, ça me va, super. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de démocratiser la préparation physique? En fait, par mon parcours, et notamment mon parcours de formation, où j'ai eu la chance d'avoir des super stages, j'ai fait beaucoup de terrain, puis j'ai fait un petit peu de recherche et de labo à côté. Je me suis aperçu qu'il y avait quand même un gros delta entre ce qu'on connaissait et ce qu'on appliquait. Et puis bah, aujourd'hui, on est dans une mouvance où tout le monde dit le sport, c'est la santé, sportez-vous bien, etc. Mais de mon point de vue, ça dépend comment on l'applique. Et parfois, je pense qu'il y a des gens qui se font plus de mal que de bien à pratiquer quand ils font un peu tout et n'importe quoi. Et donc, très modestement, c'était d'apporter ma petite pierre à l'édifice avec toujours en ligne de mire de se dire que quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux, bah forcément, on peut parler à tout le monde avec le positif comme le négatif, dans le sens où, allant de la personne professionnelle qui va tilter, qui a le vocabulaire, qui du coup s'adapte rapidement, et ou au sportif passionné, voire même pas du tout passionné, mais qui veut se lancer et qui du coup pipe pas forcément les mots du domaine de l'entraînement, il peut un petit peu tout mélanger. Et donc c'était au départ un travail pour moi de me dire si tu es capable de l'expliquer facilement, normalement, tu seras aussi capable de l'enseigner. Et puis, bah, toi, tu l'auras potentiellement acquis aussi. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer d'expliquer à quelqu'un une notion pour être sûr de l'avoir bien comprise. Et du coup, bah, par la suite, essayer de trouver les bons mots aussi pour toujours garder en ligne de mire. Bah, voilà, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de profils différents et le but, c'est d'apporter enfin, voilà, d'apporter des petites plus-values pour tout le monde. Encore une fois, modestement, parce que ça reste ma façon de faire, quoi.
Ouais. Mais rien que les termes, en fait, préparation physique, c'est des termes qui viennent vraiment plutôt du sport professionnel. Dans la vie de tous les jours, on parle plutôt de coaching. Quelle différence déjà est-ce que toi tu fais pour les personnes qui sont pas du tout adeptes de ce milieu-là, entre coaching et entre préparation physique? Est-ce que tu en fais une? Ouais, pour moi, c'est vraiment, et parfois, bah, tu vois, c'est des questions auxquelles je pense pas forcément à mettre l'accent dessus. Pour moi, le coach, quand je mets coaching, ça signifie sport santé et ça signifie potentiellement aussi sport esthétique. Mais c'est en gros tout ce qui va pas forcément avoir de lien direct avec la compétition. Tandis que préparation physique, c'est plutôt de s'entraîner dans un but très précis, avec une date clé en général, que ce soit un match, une compétition, ou là, on s'en rapproche, les Jeux Olympiques, avec vraiment, il faut être prêt le jour J, quoi. Mais ça peut aussi être des concours. J'ai fait pas mal de choses avec des gens qui préparaient des concours, police, GIGN, etc. Ce genre de choses avec un événement très marqué, pour moi, ça rentre dans l'idée de préparation physique, dans le sens où il faut vraiment construire un programme qui amène la personne au meilleur de ses capacités à l'instant T, quoi. Donc c'est un peu ça que je fais comme différence. Après, je sais pas si littéralement c'est les meilleures définitions, mais c'est comme ça que je l'interprète. Ouais, j'aurais donné à peu près les mêmes, à ceci près que depuis quelques années, hein, on a toute une mouvance, tout un courant qui arrive avec le CrossFit, qu'on appelle parfois préparation physique généralisée. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec, enfin voilà, c'est pas tout à fait de la musculation, c'est pas tout à fait de l'haltéro, enfin on est aux frontières entre plein de choses. Et je trouve que du coup, ça change un petit peu, ça fait switcher un petit peu les lignes. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que le CrossFit vient s'inscrire là-dedans? Tu veux que je me fasse des ennemis? Tu peux Ce- rester, tu peux répondre très politiquement correct, je t'en voudrais pas. Blague à part, pour moi, déjà, il y a eu deux mouvances importantes au CrossFit. L'arrivée du CrossFit, où ça a été la fête à Toto. Il y avait des gens très compétents et des gens pas qualifiés. Donc forcément, mais c'est comme à mon avis dans tous les domaines, c'est que derrière on se garde une image qui est pas forcément, qui est plus d'actualité, mais qui a été une image qu'on s'est collée parce que le contexte faisait que. Et ensuite, il y a eu des super écoles de formation qui se proposent au CrossFit et avec des gens extrêmement compétents. Pour moi, ça ne reste pas de la préparation physique, dans le sens où alors, encore une fois, de ma perspective et de ce que je connais autour de moi et là où je peux intervenir, ça m'arrive souvent sur les BPGEPS, etc. Donc, de ce que je vois sur le terrain, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité partout, c'est pour ça que je veux pas me faire d'ennemis. Je vois jamais de test physique. Je vois jamais d'évaluation de la performance, je vois jamais de test de puissance, je vois jamais de test d'explosivité. Il y a beaucoup de mobilité, mais plus à travers des protocoles, etc. Donc pour moi, ça reste vraiment ouais, de la PPG, comme on pourrait dire quand on fait les enseignements à l'université, préparation physique générale. Mais je ne vois pas la performance là-dedans, mis à part la progression générale d'un peu toutes les qualités. Pour moi, la préparation physique, justement, va être comment on prend des qualités très précises parce qu'en lien avec une discipline sportive et qu'on va faire le focus sur celles-ci parce que c'est celles qui vont nous amener à la performance. Donc c'est un peu pour pour moi ce serait le coaching de luxe un peu le CrossFit CrossFit. parce que pour le coup il y a peu de notions qui sont oubliées. À la fois on va mettre de la force, à la fois on va mettre de l'endurance, etc., etc. Donc c'est un très bel outil et c'est très bien que les gens s'y mettent quand ils ont un bagage athlétique qui le permet et quand ils sont bien encadrés. Mais pour moi, ça reste pas de la préparation physique dans le but de la performance sportive, quoi. Ouais, Et encore ouais. une fois, c'est pas un duel, en fait, c'est juste que c'est pas la même chose. Ce qui amène au sujet suivant, à savoir, tu parlais de tester les athlètes, etc. À partir du moment où on teste, ça veut dire qu'on va avoir des mesures, on va prendre des mesures et c'est dans une optique de progression très précise. Ma question est donc la suivante, est-ce que la préparation physique, est-ce qu'elle est générale ou est-ce qu'elle n'est pas dans tous les cas toujours spécifique? Parce que du coup, ça va être pour un athlète précis, dans un objectif précis, à partir de mesures très précises qu'on aura prises et dans un objectif de progression très précis. C'est ça. De mon point de vue, je suis totalement d'accord avec toi. La préparation physique, comme la réathlétisation, comme même, je dirais, l'activité physique adaptée, pour moi, ce sont les mêmes domaines et le coaching devrait tendre vers ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de sport santé dans le coaching. Quels sont les indicateurs de santé qu'on évalue et qui nous permettent de dire à la personne en face, tu as progressé dans un objectif de se sentir mieux au quotidien. Si rien n'est évalué d'autre que le VO2 max à travers un test VMA, bon, c'est déjà mieux que rien, mais comment justifier auprès de sa clientèle que, en effet, on est vraiment en train de faire de l'activité physique dans un objectif de santé et on est en train d'y parvenir.
C'est la démarche qui est normalement faite en préparation physique, c'est d'aller dire, bah oui, en fait, ta performance, parce que on t'a analysé toi, parce qu'on a analysé ta discipline de référence et les besoins de ta discipline, et puis ton profil dans cette discipline, toi, ta performance, ça passe par tel facteur, et c'est sur cela qu'on va jouer, et puis par la suite, bah, regarde, ça progresse, quoi. Là, on donne de la motivation à la personne. Si on est toujours à l'aveugle, sans rien lui apporter, à mon avis, on passe un petit peu à côté de son boulot. Encore une fois, c'est pas des critiques, hein, parce que c'est pas toujours simple. Et moi, j'essaye de aussi, à travers les réseaux sociaux, c'est de montrer qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui sont complexes à évaluer si on n'a pas du matériel haut de gamme. Mais dans beaucoup de cas, il y a plein de choses qu'on peut évaluer de façon un peu alternative avec des outils vraiment très accessible et en même temps avec une vraie qualité scientifique. C'est aussi ça que je tire moi de mon petit parcours scientifique, c'est euh, le, le- un test, c'est pas, ça se fait pas n'importe comment, sinon c'est incomparable. Et donc aller faire des tests avec une certaine rigueur, c'est aussi se permettre des comparaisons par la suite, quoi. Mm. Toi, comment est-ce que tu choisis les tests que tu fais passer à tes athlètes? Est-ce que t'as une batterie de tests un peu phare que tu vas utiliser tout le temps? Est-ce que ça dépend des disciplines? Est-ce que ça dépend je sais pas, des objectifs? Comment tu fonctionnes? Ouais, je mettrai ça sur, ça dépend du contexte, des objectifs et de la personne. Et c'est Mm. ce que j'essaie de transmettre aux élèves que je forme, parce que très souvent, c'est un peu le cliché, mais on découvre un truc, on a envie de le faire. Et c'est évident et c'est bien aussi parce qu'il faut s'entraîner à les faire. Typiquement, c'est énormément à la mode en ce moment, le profilage force-vitesse. Tout le monde le fait, personne ne sait interpréter les données. Mm. Donc, si tu fais un test et qu'en fait, tu ne sais pas à quoi vont servir les résultats qui en sortent, la problématique, c'est pas à ce moment-là, une fois que tu as fait le test, de te poser la question d'apprendre le test, c'est en fait pourquoi tu l'as fait, quoi. Donc, déjà, c'est de sélectionner des tests dont tu connais l'intérêt par la suite. Si je prends des tests, un test VMA, un test, peu importe, de mobilité, de tout ce qu'on veut, on pourrait catégoriser par rapport à des natures de qualité physique, quoi. C'est pas juste de dire, bah, on va faire ça un week-end, c'est de dire, je sais que à partir de ce test-là, c'est ces données-là qui vont ressortir, et à partir de ces données-là, c'est ça que j'applique dans ma méthodologie d'entraînement. Si j'ai pas mes 3 points qui en ressortent, en fait, autant le foutre à la poubelle le test. Après, très souvent, les tests sont des comparaisons A-B. Est-ce que je fais un premier test A, je m'entraîne pendant 6 semaines, je fais un test B pour voir si s'est passé quelque chose. C'est déjà une bonne démarche, mais on peut aller plus loin dans la logique du testing à se dire, faut que ça réponde à plusieurs besoins, à savoir, est-ce que ça va me permettre de dire, je peux faire des groupes de besoins au sein, si je suis en sport collectif par exemple, est-ce que je peux faire des groupes de besoins pour dissocier les entraînements des personnes? Donc là, déjà, ça m'apporte un peu plus que juste le comparatif AB. Et après, est-ce que ça permet aussi de mieux comprendre la façon dont s'organise la personne pour parvenir à une performance? Parce que très souvent, on compare des performances. Tu fais un test de 20 mètres en sprint, puis tu prends le temps. Là, c'est juste une performance. La performance serait différente si la distance était de 30 mètres ou serait de 10 mètres. Par contre, si on fait un test de nature de profilage, justement, des qualités mécaniques, là, ça permet de dire, en fait, à n'importe quelle distance que tu fais, ta façon d'organiser ton corps va te permettre de travailler de cette façon. Et c'est de cette façon-là dont ton corps fonctionne. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut changer des choses? Est-ce qu'il faut faire une priorité sur tel contenu d'entraînement ou tel autre? En gros, derrière, ça va vraiment te donner des billes de programmation de ton contenu. Donc, à mon avis, mais encore une fois, ça veut dire faut maîtriser ces tests-là. À mon avis, il y a plein de natures de tests différentes qui te permettent justement de te ressortir des caps à suivre, mais il faut être capable par soi-même, de se dire, bon, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pertinent? Je peux prendre un exemple qui est plus simple à comprendre, c'est l'A1RM. Mm. L'A1RM, c'est le test de référence quand on fait du renfort musculaire, de la musculation, etc. Qu'est-ce que ça m'apporte comme information? Je vais avoir une information de performance. La barre la plus lourde que je suis capable de soulever une seule et unique fois, c'est tant de kilos. Est-ce que ça va m'apporter des informations d'intensité? Potentiellement, si je travaille à partir des pourcentages, est-ce que ça va apporter une information de volume, de quantité? Non. Parce que si je redescends à 80%, peut-être que je serais capable de faire 15 reps ou peut-être que je serais capable d'en faire 6. Mm. Donc, est-ce que je suis capable d'entraîner à partir de ça? Oui, parce qu'on a des modèles moyens, puis qu'on apprend bien nos petits produits en croix dans les livres. Et donc, bah, on va faire 4 x 12 à 75, 3 x 3 à 90, etc.
Mais derrière, pour individualiser le contenu et se dire, pour cette personne-là, c'est ce dont elle a besoin, il faut aller plus loin que l'un RM, quoi. Et là, par exemple, est-ce qu'un test d'endurance pourrait avoir du sens? Parce que du coup, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va être capable de soulever, je sais pas, de faire 10 reps à 80% et quelqu'un qui va en faire que 6, bah, ça va être son endurance de force, j'imagine. Totalement. Là, À si mon tu avis, rajoutes ça à ton peut être test 1RM un test d'endurance, là, peut-être que du coup, tu peux avoir une corrélation entre les deux qui va être plus intéressante. pense. Après, toujours avec la logique de se dire, de toute façon, on sait que l'ARM fluctue au fil de la journée, au fil du temps, etc., au fil de notre état de forme. Donc, si d'un côté, on arrive à capter l'état de forme et l'estimer, et de l'autre côté, on a des tests comme ça qui se complètent pour un peu plus nous donner une représentation des capacités de la personne de façon un peu plus globale, c'est totalement pertinent. Après, sans test, on peut avoir tout ce qui est répétition en réserve qui peut contrer ce phénomène, mais on reste sur des qualités sur des objectifs de volume. En gros, forcément, si je suis toujours dans une question de me dire pour savoir combien de volume euh, j'ai dans les poches, quoi, je suis capable de réaliser, il faut que je m'approche de la fin de mes capacités max. Ça veut dire que je suis toujours en train de travailler dans des logiques d'endurance. Endurance de force si je suis tout là-haut et endurance plus générale si je suis plus dans des pourcentages plus bas, quoi. Donc là, il y a encore d'autres méthodes avec tout ce qui est VBT où je me base sur un autre facteur que la charge, je me base sur la vitesse. Et donc là, je rentre dans d'autres logiques de programmation du contenu où je peux potentiellement m'approcher du qualitatif plus que du quantitatif et donc apporter d'autres façons de programmer l'entraînement, quoi. Il y a plein de méthodes qui peuvent être mises en place aujourd'hui quand on regarde les cursus de formation, et encore une fois, de la chance que j'ai d'intervenir enfin, sur les deux grands axes de formation, BP et STAPS, c'est le même niveau de chaque côté, quoi. C'est quand on est en L3 entraînement ou quand on est en fin de BP, c'est VMA, c'est un RM, et puis t'es lâché dans la nature, quoi. Ouais. Après, c'est à chacun de faire son parcours derrière, d'aller se former en plus. Totalement. Ouais. Ouais. Bon, en Donc je pense CQP, que n'en parlons pas. Hein. je connais pas encore, j'en ai pas vécu, je connais pas encore. Forcément, j'imagine que si c'est encore plus court, on est obligé de bypasser plein de choses. Mais ça veut dire que dans nous aussi, la responsabilité qu'on a, acteur du domaine et formateur du domaine, c'est de tirer tout ça vers le haut, quoi. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que le sport santé, c'est vraiment la santé? Oui. Alors, tu parlais tout à l'heure du profilage force-vitesse. En quoi ce profilage il est intéressant pour un athlète? Et tu disais il est utilisé à toutes les sauces. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui te dérange dans... Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Alors, c'est pas que ça me dérange, c'est qu'en fait, c'est mal compris parce que c'est plus complexe. Ouais, c'est un peu plus complexe, ça demande un petit peu plus de temps de digestion que des produits en croix sur une pyramide de pourcentage, quoi. Et très souvent, la réponse, c'est t'as un déficit en force, on va travailler la force. T'as un déficit en vitesse, on va travailler la vitesse. Travailler la vitesse, ouais. Alors qu'encore une fois, là, ça veut dire on déconnecte le profil qu'on vient de capter de la personne. En gros, le profil, ce serait de dire l'exemple qui est très souvent pris pour faire comprendre cette notion, parce que c'est plus, à mon avis, le plus parlant, c'est que ce soit en détente verticale ou que ce soit en sprint sur de la vitesse en ligne. On a deux participants qui vont pas, joueur 1, joueur 2, ils vont faire la même performance sur 40 mètres. Pendant très longtemps, on s'est dit, ils ont les mêmes qualités. Si le temps est bref, ils courent vite. Si le temps est long, c'est des chariots, quoi. Ils courent pas très vite. Euh, Au final, c'est bien plus compliqué que ça. Parce qu'on s'aperçoit que même avec un temps équivalent sur une distance donnée, potentiellement, on peut avoir des profils totalement différents. Et c'est juste qu'on n'a pas de chance. On aurait fait n'importe quel autre test, on serait arrivé à des résultats différents, mais le fait qu'on ait choisi 40 mètres à ce moment-là, on est arrivé sur pile poil l'endroit où les chemins se croisent et on arrive à la même performance à l'instant T. Et on peut très bien le percevoir quand on regarde la finale des JO en sprint en 100 mètres. Ils courent pas tous à la même vitesse. Il y en a qui vont accélérer très fort. Si on reprend un peu Usain Bolt, qui était l'image que tout le monde connaît, quoi. Usain Bolt, sur le démarrage, à la rue. Et quasiment tout le monde est devant lui sur les premiers appuis. Par contre, dès que tu as passé 30 mètres, 40 mètres, que ça se relève, enfin, même 60 mètres pour les plus rapides, où là, ils sont vraiment en course à très très haute intensité, en fait, il avait des qualités de force au sol tellement plus importantes que tous les autres, que de toute façon, une fois que lui, il est arrivé là,
ça déroule et ça va plus vite et ça va plus fort, quoi. Hmm. Donc, c'est en gros une façon de mieux comprendre comment c'est pas la performance, c'est comment la personne s'organise pour arriver à cette performance. Et on peut avoir on peut avoir des organisations très différentes pour arriver à une même performance. Et donc, si je comprends mieux comment fonctionne la personne, logiquement, je peux plus facilement lui donner du contenu en lien avec ses besoins. Parce que très souvent, quand on cherche à évoluer, au bout d'un moment, irrémédiablement, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le volume et on s'entraîne plus. Si tu veux progresser, il y a un moment, il va falloir travailler plus, quoi. Alors que c'est possible aussi de juste travailler mieux. Si on cible mieux les besoins de la personne, peut-être qu'à volume équivalent, mais avec en gros un stimulus, pardon, plus en adéquation avec les besoins, on progressera autant qu'en faisant des stimuli multiples et diverses, quoi. Donc l'idée, c'est de se dire, de tendre vers le qualitatif, vers l'entraînement qui est vraiment en lien avec les besoins de la personne, pour à la fois limiter la fatigue, parce que on a des capacités de fatigue diverses et variées, et le but, c'est pas de surmener notre sportif, quoi, mais en même temps que quand on commence à arriver sur des limites, parce qu'ils sont déjà bien entraînés, de commencer à se dire, il y a des choses qu'il faut changer. On va pas du tout se poser cette question-là avec Mamie Janine qui se met à l'activité, qui débute et qui fait du cuissage dos fessier, hein. C'est pas du tout la discussion. Mais, mais quand on commence à arriver sur des sportifs où on atteint un petit peu des limites, où ça commence à stagner, là, on va pouvoir se poser la question de l'interprétation et du coup du contenu différencié, quoi. Je sais pas si ça J'ai- répond à ta question. Si, 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 complètement. J'ai vu que tu avais participé à un protocole de recherche justement sur les entraînements en force et en vitesse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça remonte. Faut que je me souvienne. Mais c'était typiquement cette idée-là, c'est qu'en gros, on a pris un grand panel de personnes. On les a testés pour connaître leur capacité initiale. On les a entraînés pendant 12 semaines sur deux protocoles très différents. Un protocole vraiment orienté en force maximale, un protocole orienté en vitesse maximale, et à la fin, on les a retestés. Et l'idée, c'était à la fois de voir au niveau de la performance ce qui se passait, mais aussi de voir au niveau vraiment architectural, à l'intérieur du corps, les fibres musculaires, le système muscle-tendon, qu'est-ce qui se modifie avec l'entraînement. Et on s'aperçoit qu'il y a des modifications très différentes justement de la nature de l'entraînement. Donc, c'est pas des révélation parce on imaginait bien. Par contre, ça a été très peu testé et c'est des protocoles qui sont difficiles à mettre en place parce que beaucoup de tests et les protocoles d'entraînement, c'est aussi compliqué à mettre en place parce que il faut réussir à capter des gens pendant de longues semaines, les entraîner de façon très drastique pour qu'on puisse comparer les résultats, quoi. Donc c'est des gros protocoles de recherche et c'est souvent ce qui est mis en avant comme des limites dans notre domaine, c'est que les sont très c'est souvent des s'il y a des petits bruits, c'est mon chien qui D'accord. qui vient bâiller un petit peu derrière. C'est très souvent des protocoles courts parce que justement c'est difficile de garder des gens longtemps. Donc nous, c'était quand même un gros protocole de recherche avec des résultats qui sont intéressants par la suite. Et en fait, oui, on s'aperçoit bien que on n'a pas les mêmes adaptations si on fait de la vitesse ou si on fait de la force. Et que le but, c'est derrière justement de mettre ces protocoles d'entraînement en lien avec les besoins qu'on aura évalués en amont pour dire Ouais. est-ce que derrière on a des personnes qui ont des besoins différents et des protocoles qui nécessitent d'être adaptés et à terme de dire en fait, toi demain tu vas dans un labo, on te fait une batterie de tests telle qu'on est capable de te dire bah, en fait le programme d'entraînement dont tu as besoin c'est ça et c'est pas autre chose. Parce que c'est sûr qu'avec ça, on va progresser. En gros, c'est vraiment l'optimisation du protocole d'entraînement. Et ça, donc dans une visée sportive, parce que là, c'était dans le cadre de l'INSEP, donc c'était plutôt pour de la performance. Mais le but, c'est aussi d'arriver à tendre vers ça dans le domaine de l'activité physique adaptée pour monsieur tout le monde qui a besoin de se remettre en forme parce que problème de santé, parce que handicap, etc., etc., qui est un enjeu crucial dans notre société, forcément, mais qui est encore assez balbutiement, que ce soit en termes de législation et que ce soit aussi en termes de mise en place terrain, quoi. Mais ça, concrètement, ce serait possible d'utiliser des tests comme ça dans la vie de tous les jours? Ben, j'espère bien. Ouais. Alors, Ok. ces tests-là, alors, encore une fois, là, Ouais. sur cette étude précise, c'est une batterie de tests vraiment très conséquente. En gros, c'est un petit peu comme s'il y avait eu 10 ans d'études en amont sur plusieurs sujets très différents.
et qu'on avait tout colligé pour faire Mm. la méga étude, quoi. Donc là, on était vraiment un peu dans le truc extrême où on peut difficilement faire plus. Derrière, c'est toujours la même chose. C'est de quoi a-t-on besoin pour entraîner? Le but, c'est pas de faire une batterie de tests maximale pour tout capter. Le but, c'est de se dire, dans le contexte dans lequel je suis, j'ai besoin de quoi pour être à peu près sûr de filer du contenu d'entraînement qui soit en lien avec les besoins des personnes qui sont en face de moi, quoi. Donc, faut pas non plus enfin, ça pourrait être un objectif, encore une fois, quand je recroise sur le médical, évidemment que ça pourrait être un objectif dans le médical, parce que l'objectif du médical, c'est de mieux prendre en charge le patient et d'améliorer vraiment les choses. Quand on est sur du sportif, et si en plus on est sur du sportif amateur, on va pas se prendre la tête à ce point-là, quoi. Mais c'est Mm. déjà d'avoir cette logique. De quoi j'ai besoin, moi, pour entraîner mon sportif individuel ou mon équipe de sportifs en sport collectif? C'est quoi les vrais trucs où ça vaut la peine que je perde un petit peu de temps pour faire mes tests bien comme il faut, ou en fait, je fais juste de l'entraînement parce que j'ai pas de truc particulier à capter, quoi. Mm. Ouais, De- justement, on va parler un petit peu plus du cœur du métier de préparateur physique. Donc, tes tests, on est bien d'accord, c'est des tests individuels que tu vas individualiser en fonction des athlètes que tu as en face de toi. Toi qui viens du sport co, comment est-ce que ça fonctionne quand tu as en face de toi une équipe à qui tu fais passer des tests? Après, donc, tu as une planification qui arrive derrière. Ta planification, du coup, elle est individualisée pour chaque athlète. Comment est-ce que tu mets ça en place et comment est-ce que tu les suis après dans la durée? Est-ce que tu as des temps individuels avec eux? Est-ce que ça va être des entraînements collectifs où tu vas individualiser les objectifs? Comment est-ce que tu travailles? Aujourd'hui, alors encore une fois, il y a 1 million de limites et je pense que les gens qui vont nous écouter et qui seraient dans un contexte un peu similaire au mien, même dans les domaines artistiques d'ailleurs, parce que si c'est de l'entraînement sur des groupes, on peut imaginer de la danse, des groupes nombreux, on va arriver à des limites très conséquentes et c'est évident parce que forcément ce qu'on peut faire sur une individualité et le dorloter, faire tous les tests bien comme il faut parce qu'on n'a qu'une seule personne, ça va être compliqué à appliquer quand on a plus de monde. Ceci étant dit, en gros, aujourd'hui, il y a un gros courant qui parle d'individualisation collective. Donc, c'est l'idée de dire, bon, bah, bien entendu, je ne peux pas faire un programme d'entraînement pour les 15 joueurs que j'ai dans mon équipe. Mais dans ce cas-là, je vais essayer d'aller voir qui a des besoins communs pour faire des groupes de besoins et dire bah, sur telle méthode d'entraînement, dans le groupe 1, il y aura joueur 1, joueur 13 et joueur 22, tandis que dans le groupe 2, il y aura tel autre. Et peut-être que si je mets en place une autre situation d'entraînement sur une autre qualité physique et que j'ai également des tests qui me permettent de scinder les besoins de cette façon, mais ce ne sera pas les mêmes groupes. Et le but derrière, bah, de toute façon, c'est de faire le mieux au mieux qu'on puisse, quoi, même si c'est compliqué. Mais tu vois, le sport collectif, très souvent, on va retrouver des qualités d'explosivité et de puissance parce que c'est le cœur de la discipline. On va retrouver des qualités d'endurance, de vitesse et de tout ce qui va être répétition d'efforts de haute intensité parce que c'est aussi le cœur d'une discipline. Donc là encore une fois, j'englobe le rugby, le handball, le foot, le basket, tous les sports vraiment collectifs, dynamiques. Là, on va avoir des choses très communes, même si les dimensions de terrain, les temps d'effort sont différents, mais les logiques vont être similaires. Donc déjà, si sur... Moi, j'aime bien découper comme ça parce que je trouve que c'est plus clair. Je mets dans tout ce qui est qualité mécanique, neuromusculaire, tout ce qui va être puissance, explosivité, et je vais mettre dans physiologique tout ce qui va plutôt être du domaine de la répétition d'effort et de l'endurance, quoi. Si déjà sur ces deux grands versants, j'arrive à peu près faire des groupes de besoins, bah, c'est déjà top, quoi. Et après, il y a plein de choses qui sont proposées par notamment Martin Buchette, qui a été directeur de la performance au PSG pendant des années, au pôle performance du Paris Saint-Germain, handball, football, etc. Masculin et féminin, et qui travaille à son compte, qui fait du consulting maintenant, qui propose beaucoup d'articles en libre lecture sur son site internet, avec des scientifiques qui, en gros, euh, se refusent à passer par les... Enfin, c'est pas se refusent, le font aussi, mais
mettent en avant les limites des publications scientifiques classiques où parfois trop de rigueur tue le lien avec le terrain et donc proposent aussi des papiers qui sortiraient pas nécessairement dans des revues classiques de la science, quoi. Et c'est du lien réel avec des vraies situations d'entraîneurs. Et donc il y a des super papiers à aller lire là-dedans où donc il y a des résultats, mais il y a aussi surtout des mises en place. C'est comment ils ont fait leur protocole, comment ils ont découpé leur groupe, comment ils ont proposé du contenu en lien avec les besoins de chaque groupe. Et donc derrière, manger un peu ça pour se cultiver et pour se dire, ouais, ça peut être des mises en place qui sont intéressantes. Ça peut être, dans un premier temps, je coupe juste mon groupe en deux, quoi. Parce que déjà, couper son groupe en deux, ça veut dire faire de l'entraînement différencié sur deux natures d'entraînement différents. Et puis, si ça tient la route et puis qu'on voit qu'il y a des résultats, pour voir qu'il y a des résultats, ça veut dire évaluer fréquemment. C'est ça aussi, c'est toujours la même. On en revient à la thématique de tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment, encore une fois, avancer à l'aveugle. En fait, je peux faire des groupes de besoins, mais si je m'assure pas que ce que je propose, ça amène des résultats, potentiellement, ça sert à rien que je fasse de groupe. Et par contre, si je constate qu'il y a des résultats, peut-être que l'année suivante et la saison d'après, je vais découper en trois groupes parce que je me dis que ça serait encore plus pertinent, mais que c'est plus de travail. Donc, faut pas hésiter à commencer, surtout, encore plutôt pour les jeunes pros qui se lancent. Faut pas hésiter, faut pas se faire submerger par tout ce que les gens comme moi racontent. Parce qu'évidemment, c'est aussi, dans le meilleur des mondes possibles, ce serait bien de faire ça. Mais les premières saisons, très souvent, les jeunes pros, ils sont plus à se prendre la tête sur l'organisation de leurs séances et que ça tienne bien comme il faut sur ma situation 1 a fait 30 minutes et celle d'après, alors que l'entraîneur il m'a dit que j'ai que 45 minutes, etc. Le déroulé un peu de la séance, plus que sur les stimuli qu'ont vécu physiologiquement et mécaniquement les sportifs. Et puis petit à petit, quand les routines d'entraînement sont telles qu'on se prend plus la tête sur l'organisation, le spatial, etc. Là, on commence à se dire, bon, est-ce que mes sportifs, ils ont vraiment vécu ce que je voulais qu'ils vivent? Et là, on peut commencer à rentrer dans des trucs un peu plus complexes. Il faut que chose se fasse, faut pas se prendre la tête, faut pas tout de suite s'imaginer que demain, j'ai jamais encadré une équipe et puis demain, je fais de Tout l'individualisation soit collective. parfait. C'est pas possible et c'est normal puisque c'est le terrain, c'est la vraie vie. On peut pas tout contrôler, surtout quand on n'a pas l'habitude. On va se retrouver face à des problématiques qu'on n'a pas vu venir en pensant bien comme il fallait notre petit truc. Et c'est ce qui est magique dans nos métiers, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Par contre, il faut, versant opposé, pas tomber dans la routine de se dire j'ai toujours proposé ça et je cherche plus, quoi. Mm. Pour moi, Ouais. c'est l'ennemi ouais, du De vouloir trop processus bien de faire, ouais. réflexion, quoi. D'un côté, tu as vouloir trop bien faire, de l'autre, tu as rester dans ce que tu connais pour pas sortir de ta Je zone de confort, maîtrise et quoi. puis je me pose plus la question, quoi. Il faut Ouais. toujours poser la question, se questionner, sans pour autant se dire j'ai plus de conviction personnelle. Moi, sur les réseaux sociaux, j'essaye d'être très neutre. En vrai, dans la vie, je suis une tête de con, mais et j'ai mes avis très tranchés. Mais sur les réseaux sociaux, j'essaye d'être très neutre parce que déjà, je mets en avant plutôt des travaux scientifiques que la vie de Jason dont tout le monde se fout, quoi. Et, euh, et je pense que tu vois, c'est deux choses importantes. C'est d'un côté, emmagasiner des informations pour savoir que plein de choses existent parce qu'on a nos déterminismes et qu'on peut difficilement les dépasser tout seul. Donc c'est bien de lire, de voir plein de personnes, plein de profils différents qui peuvent toujours nous apporter des choses. Et de l'autre côté, se forger ses propres convictions parce que de toute façon, à un moment, on arrive sur le terrain et puis là, il faut mettre en place des choses. Et là, c'est plus la question de se dire, ah, mais j'aurais pu faire ça, mais aussi peut-être ça. Et puis, ah, il y a ça aussi une fois que j'avais lu. Non, il y a un moment, de toute façon, tu es sur le terrain, il faut que dans 3 semaines, la saison elle commence et que les gens ils soient en forme, quoi. Donc Oui. là, il faut choisir. Mais c'est la même chose qu'à l'école, en fait. Le cursus primaire, collège, lycée, on emmagasine des connaissances potentiellement qu'on réutilisera pas nécessairement, mais on emmagasine aussi un socle commun pour qu'on ait tous le même vocabulaire, qu'on se comprenne tous, qu'on parle tous la même langue, etc., etc. Puis après, une fois qu'on arrive dans le monde du travail, bon, c'est quoi les outils dont moi j'ai vraiment besoin par rapport à ce que je dois faire dans mon entreprise ou à mon compte, etc., etc. Tu as soulevé un point très important tout à l'heure qui était la nécessité de faire toujours des recherches, d'aller se nourrir des expériences des autres. Parce que si je résume un petit peu ce que tu as dit, c'est qu'on fonctionne beaucoup par essai-erreur.
On va Ouais. essayer quelque chose, on va voir ce qui fonctionne pas, et du coup, de là, on va en tirer une conclusion, essayer de proposer autre chose si jamais il y a eu un échec sur ce qu'on a proposé. Et on se rend bien compte qu'on peut pas vivre toutes les expériences, qu'on peut pas faire toutes les expériences. Et donc là, tu parlais d'un blog sur lequel tu allais chercher de l'info. C'est vrai que c'est aussi assez important d'aller voir ce qu'ont fait les autres pour essayer de se nourrir de ça. Euh, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France des sciences du sport? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est dans les temps par rapport à ce qui se fait dans les autres pays? C'est quoi le regard que tu portes là-dessus? J'aurais du mal à répondre à cette question parce que je peux pas prétendre à avoir la vision de toutes les autres cultures. Pour moi, c'est plutôt qu'on a des grosses orientations. Chez les anglo-saxons, on est beaucoup plus sur la force, sur le renforcement musculaire. Nous, on avait une culture en France qui était très axée sur l'endurance, au contraire. Et où est le bon, où est le mauvais, en fait, on n'en sait rien, quoi. Au départ, dans les clubs en préparation physique, c'était clairement des gens de l'athlétisme qui débarquaient parce qu'en fait, ils avaient des méthodes d'entraînement qui avaient fait leurs preuves. Et apprendre à poser son pied, savoir courir, c'est déjà des prérequis qui sont essentiels pour une bonne santé physique dans une carrière de sportif. De toute façon, c'est toujours intéressant d'y passer. Et puis derrière, il y a des mecs qui sont arrivés plus justement dans des logiques haltérophilie muscu, qui amènent des outils comme ça, et puis qui disent, bah, vous voyez, ça amène d'autres intérêts, mais c'est sûr. Et c'est pas soit l'un soit l'autre, en fait. À mon avis, dans un monde idéal, dans un staff d'un club, bah, il faut le spécialiste de la pose du pied, il faut le spécialiste gymnastique du gainage du corps, parce que pour avoir bossé dans la gym, jamais vu des niveaux de gainage tels. Et on aurait beaucoup à en tiré, que ce soit pour nos performances sportives ou pour la santé physique des gens au quotidien. Euh, le spécialiste du renforcement musculaire, le spécialiste de la pliométrie, parce que très souvent on parle de plio, puis on va dire c'est dangereux, mais en fait, quand on regarde les gens qui savent la mettre en place, c'est pas dangereux. C'est juste que, comme tout, il faut que ce soit progressivement amené. Il faut être capable d'évaluer la personne sur ses qualités pliométriques et de dire, bah là, en fonction de ton profil, ah oui, c'est sûr qu'on va pas te faire sauter d'une box d'1,50 m de haut, quoi. Enfin, ça paraît juste être du bon sens. Bref, de façon générale, je pense qu'il faut des spécialistes un petit peu de tout. Et à mon avis, c'est difficile d'être spécialiste en tout, même si c'est ce qu'on essaie de faire croire à nos jeunes. Et que derrière, quand ils sont à l'université, ils nous disent je veux être préparateur physique et en même temps, je veux faire le DU de prépa mentale. Puis en même temps, je veux me former sur le DU de nutrition. Parce que comme ça, quand je vais être dans un club, oui, mais en fait, ça, à mon avis, alors, la tête de con arrive. À mon avis, c'est justement notre modèle économique qui fait ça. C'est-à-dire que comme les clubs veulent pas payer, bah, c'est mieux de prendre une personne qui touche un peu à tout, mais qui est Oui. vraiment bon dans rien, que de prendre un expert de chaque et de payer quatre personnes. Mais moi, c'est pas ma vision de l'entraînement et je pense qu'on pourra encore plus progresser quand on aura franchi ce cap-là, c'est-à-dire d'aller arrêter de mettre des sommes astronomiques sur certains joueurs, même si évidemment c'est un business, hein, mais ce serait bien aussi de commencer à mettre des sommes sur des staffs compétents. Et donc, pour revenir à ta question, je pense que très souvent, on a tendance à voir l'herbe plus verte ailleurs. Mais quand on regarde nos résultats, notamment si on parle de sport collectif, euh, aux derniers Jeux Olympiques, la France, c'est fabuleux, quoi. Alors, qu'est-ce qui est de la nature du technico-tactique? Qu'est-ce qui est de la nature de la préparation physique? Qu'est-ce qui est de la nature du domaine de la préparation mentale? C'est impossible à dire, mais si quand on regarde l'athlétisme, on voit qu'on fait très peu de médailles, on peut faire le bilan qu'on est des chèvres. Si on fait le bilan des sports collectifs, on peut se dire qu'on est les meilleurs au monde. Donc forcément, il y a du bon chez nous, et il y a du moins bon. Est-ce que c'est les entraînements? Est-ce que c'est les talents qu'on a recrutés? Est-ce que c'est notre modèle de justement Ah oui, de repérage. ouais, c'est ça, Enfin, c'est c'est pas clair. ça, mais on a compris. Euh, enfin, il y aurait tellement de choses à remettre en cause. On ne peut pas juste partir de la performance finale pour tirer des conclusions sur est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon. Par contre, oui, c'est sûr que ça vaut le coup pour ceux qui peuvent se le permettre d'aller faire un stage à l'étranger parce que de toute façon, la culture est différente, donc les méthodes seront différentes. Et puis après, encore une fois, essai-erreur, et puis on voit ce qui nous parle le plus, et puis ce qui va avec nos convictions personnelles. Mm. Ouais. Tu parlais en tout début de session d'individualiser l'entraînement.
là, Ouais. si je t'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, face à cette individualisation de l'entraînement, il y a aussi du coup une spécialisation des préparateurs physiques. Et donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. On a d'un côté un besoin d'individualiser l'entraînement pour un athlète et d'un autre côté un besoin d'avoir aussi des spécialistes dans des domaines différents qui vont pouvoir intervenir sur des points très précis, des besoins très précis des athlètes. Les deux vont ensemble pour toi ou pas forcément? Dans un monde idéal, mais encore une fois, si on en revient à la réalité, quand t'encadres des gens, de toute façon, tu les encadres tout seul, puis tu peux pas toujours te permettre de te dire, ce serait bien que vous payiez d'autres professionnels pour qu'on fasse quelque chose de global tout autour de vous. Donc, il faut quand même trouver des subterfuges pour répondre à la demande du client, du sportif, du club, etc. Mais oui, à mon avis, tout va en face, tout va ensemble. Déjà, on voit assez peu de monitoring de la fatigue. Pour moi, ça rentre aussi dans l'individualisation. C'est que c'est bien de faire des tests pour se dire, dans le meilleur des mondes, notre programme d'entraînement, c'est ça. Mais si en face d'une séance de développement, on a un sportif qui arrive et qui est cramé, est-ce qu'on la propose quand même? C'est peut-être pas très adapté et donc pas très individualisé. Donc, dans ce processus d'individualisation, à mon avis, il y a prendre en compte la personne, prendre en compte le contexte, et puis après prendre en compte la personne euh, évoluant dans son contexte au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années, parce que de toute façon, on est des animaux fluctuants, quoi. Il y a des jours on est bien luné, des jours on est mal luné, il peut nous arriver des merdes, il peut nous arriver des choses magnifiques, et tout ça, ça joue sur notre physiologie, ça joue sur nos qualités mécaniques aussi, et donc, dans le meilleur des mondes, il faudrait le prendre en compte. Ça, parfois, c'est même plus simple de le prendre en compte par des petites touches. En fait, il faut pas. Il y a des courants aussi aujourd'hui de big data, etc., de prendre beaucoup d'informations. Tout le monde est connecté avec une montre, tout le monde a sur son smartphone des choses pour faire des tests, etc. Faut pas tomber dans le trop plein, mais il faut se poser la question de qu'est-ce que je pourrais mettre si on reprend l'exemple de tout à l'heure, un petit gars, une petite nana qui c'est sa troisième saison, il commence à se poser la question de qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour améliorer son programme d'entraînement. Il voudrait commencer à mettre des groupes en place. Est-ce qu'il pourrait pas aussi introduire une ou deux prises de données spécifiques qui pourraient lui permettre de se dire, ah bah là, lui, il est cramé alors que lui, il est en pleine forme. Ça, de mon point de vue, ça fait le monitoring, ça fait aussi partie de l'évaluation de la performance, mais plutôt continue, quoi, pour essayer toujours de corréler le stimulus à l'état de forme, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Si, 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 pour moi, on est complètement. toujours dans une logique globale qui est oui, c'est top de se dire cette séance-là serait bien à cet instant-là. Est-ce qu'elle n'est pas mieux demain matin ou est-ce qu'elle n'était pas mieux hier soir? Si on est capable d'avoir des éléments pour se dire, bah, au moins je peux à peu près choisir. Je ne sais Mm. pas si c'est le top du top, mais au moins j'ai fait des choix en connaissance de cause. Je pense que c'est toujours mieux que rien, quoi. Mm. On va changer un petit peu de sujet. Enfin, on va rester quand même dans la question de la préparation physique. Mais est-ce que d'après toi, il existe une hiérarchie dans les qualités physiques? Autrement dit, est-ce qu'il y a une qualité physique qui est plus importante que les autres? Alors, oui, oui. La force, la force, parce que pour moi, la force elle est souvent très mal comprise. Et très souvent, la force, on imagine un RM et puis force maximale. L'explosivité, c'est de la force sur du temps. Aujourd'hui, on sait que très souvent, quand on arrive en fin de vie et qu'on se casse la gueule, c'est pas nécessairement notre niveau de force, mais c'est notre niveau d'explosivité qui nous permet pas de, je me déséquilibre et je rééquilibre mon corps pour pas chuter. Et donc, une perte d'explosivité importante, euh, perte de force aussi, forcément, avec le vieillissement, hein, mais la force, ça va être au centre de la santé de ce point de vue-là. Et puis, la vitesse, très souvent, quand on parle de vitesse, en fait, c'est juste de la force exprimée rapidement. Donc, la force, c'est le mouvement. N'importe quel acte, que je fasse ça avec ma main sans résistance, je crée de la force. Donc, en- bouger, vivre, c'est de la force. Donc, pour moi, c'est forcément la qualité centrale, mais tout simplement parce qu'en fait, tout se dérive de cette force, quoi. De l'autre versant, on aurait l'endurance qui n'est pas moins importante pour la santé. On voit des corrélations entre longévité et
nature de VO2 max, capacité cardiovasculaire. Donc, bien évidemment que ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du renfort musculaire. Il faut aussi avoir une bonne caisse, quoi. Mais voilà, les deux sont intimement liés. Mm. Oui, bah d'ailleurs, la VO2 max, le développement de sa VO2 max peut avoir aussi un intérêt pour la force, tout simplement au niveau des filières énergétiques, parce que bah, du coup, si je suis plus fort sur ma capacité aérobie, je vais aussi par extension devenir plus fort sur mon anaérobie. Et puis mieux récupérer entre les Mm. séances. On sait que ça joue sur le facteur de récupération à tout type de vitesse, quoi, que ce soit la récupération entre deux efforts, si je fais des séries sur un exercice, mais aussi entre deux séances à 48 heures d'intervalle. Enfin, la récupération dans son ensemble est très, très liée à nos capacités cardio-respiratoires. Mm. On approche de la fin de cet entretien, il me reste une question à te poser. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise dernièrement, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Et justement, t'as failli me la piquer tout à l'heure, t'es sur cette idée d'apprentissage et d'auto-formation. Et je ferai le lien avec nos 15 jours, 3 semaines qui ont été très politisés. Et on a pu voir que de façon assez étonnante, en parlant avec des gens autour de soi, on a des personnes qui vont tenir des discussions insensées, mais avec des convictions très fortes. Et pourquoi des discussions insensées? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de connaissances. Et encore une fois, c'est pas du tout un jugement, mais c'est pour prendre la chose de façon très large, c'est qu'on a des personnes qui vont donner leur avis sur comment on finance la retraite ou qu'est-ce que c'est que le SMIC à 1 600 euros, etc., etc., ou les étrangers nous piquent notre argent, et tu leur demandes c'est quoi la dépense annuelle du fonctionnement de l'État. Personne ne sait te répondre. Tu sais que c'est des milliards, mais combien c'est de milliards? Et en fait, on a des gens qui n'ont pas du tout de connaissances politiques et qui pourtant ont des convictions très fortes et qui vont prendre des décisions. Oh, j'ose espérer que nos politiques n'ont pas cette mentalité-là, sinon ça serait compliqué. Mais on peut l'appliquer dans notre domaine, c'est-à-dire que, en fait, si nous, dans l'entraînement, on a des barrières parce que c'est naturel d'avoir des barrières, parce qu'on ne peut pas tout lire, tout apprendre, etc., bah en fait, on reste bloqué là avec ce qu'on connaît. Et donc, naturellement, ce qu'on va proposer, c'est ce qu'on connaît. Et ce qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne l'a pas découvert, on aura du mal à aller le chercher et puis potentiellement à avoir des réflexions d'autres personnes, de se faire influencer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de prendre ce qu'il y a à prendre chez les gens parce que ils ont d'autres connaissances, d'autres cultures, etc. Et de mon point de vue, cette richesse de l'apprentissage et de la multiculturalité, c'est une force énorme, surtout en France. Et donc, je pense que voilà, l'apprentissage, c'est encore une fois, ça veut pas dire lire des livres, ça veut pas dire, même si c'est toujours sympa, mais enfin, essayer de se rencarder à gauche, à droite, et puis toujours se poser la question de pourquoi je prends cette décision, pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai dit cette phrase, et est-ce que j'ai des arguments à opposer en face, ou est-ce que c'est juste parce que j'ai entendu quelqu'un dire cette phrase et que c'est quelqu'un qui est tellement influent sur moi que je me suis pas posé la question de pourquoi je l'applique. Et je pense que dans notre domaine, l'entraînement, c'est très important de toujours réfléchir à pourquoi j'ai mis en place cet exercice, cette méthode, pourquoi j'ai utilisé cette nature de résistance, pourquoi. Et quand on commence à se poser la question des pourquoi et qu'on n'est pas capable de se répondre à soi-même, bah, c'est qu'on a des pistes d'amélioration, de travail, et il faut voir ça comme du positif. Potentiellement aller demander à des gens qui auraient plus de connaissances sur ce point de vue-là, et puis bah, petit à petit s'émanciper de tout ça. Le but à la fin, c'est pas de faire du contenu d'entraînement comme les mecs qu'on mis sur Instagram ou sur YouTube, j'ai bon dos de dire ça, mais c'est vraiment l'objectif. C'est juste de se dire, en fait, j'ai tellement de possibilités devant moi que je suis capable de m'émanciper de ce qui se fait partout. Le 4x10, le 3x8 x 30-30. En fait, non, je vais réfléchir parce que j'ai suffisamment de connaissances pour me dire, peut-être que je peux proposer quelque chose de plus pertinent. Et s'émanciper, c'est aussi proposer d'autres choses. Et peut-être que dans un but de professionnel, si je travaille à mon compte, d'avoir de la clientèle, bah, les clients qui ont essayé plusieurs coachs et qui ont toujours eu les mêmes méthodes d'entraînement, les mêmes outils, les mêmes façons de faire, ils en ont marre et ils commencent à se dire mais pourquoi je paierais quelqu'un 50 euros de la séance si au final c'est pour faire la même chose que quand j'allais à Basic Fit ou je ne sais quelle salle grand public. Donc, l'émancipation, c'est aussi, à mon avis, derrière vertueux parce qu'on améliore sa prestation,
on fidélise sa clientèle, et puis bah tout va dans le bon sens. Et derrière, on redistribue. Ce sera le mot de la fin. Merci Jason, c'était un plaisir de Merci à t'accueillir toi. sur ce podcast. Chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Sachez, comme d'habitude, que vous retrouverez tous les liens dans la description si vous voulez suivre le travail de Jason. Je vous rappelle le nom de la chaîne Prépa et Performance. Il est également joignable sur Instagram et Facebook. Pour ma part, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sachez que vous pouvez également soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, restez en mouvement.